Bonjour à vous voyageurs. Afin de conclure ma série sur Halloween, j'avais envie de vous parler de l'endroit qui est certainement le plus étrange de tous ceux que j'ai étudiés jusqu'à maintenant. Un lieu si singulier que son architecture semble vouloir enfermer ce qui l'abrite, peut-être des cryptides ou même des démons. Et puis quand on sait que cet endroit a été habité par un alchimiste et par des hommes fascinés par l'occulte, le mystère devient réellement fascinant. Aujourd'hui, on pénètre dans un endroit où le temps s'est arrêté et que l'on dit construit au-dessus d'un gouffre menant directement en enfer. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Situé à environ 50 km au nord de Prague, en plein cœur de la forêt de Bohême, se dresse un château isolé, perché sur un éperon rocheux. La construction du château en lui-même remonte au XIIIe siècle, sous le siècle de Ottokar II de Bohême, dont le nom exact est en fait Přemysl Otakar II, et c'est lui qui ordonna l'édification de cette bâtisse. Alors, les raisons officielles parlent d'un centre administratif pour les domaines royaux, mais l'emplacement reste pour le moins intrigant. Otakar régna de 1253 à 1278 et son surnom était le roi de fer et d'or. Il était en fait membre de la dynastie Přemyslide. Et c'était pas n'importe qui, il portait aussi les titres de margrave de Moravie à partir de 1247, duc d'Autriche à partir de 1251, duc de Styrie à partir de 1260 et il a aussi porté les titres de duc de Carinthie et landgrave de Carniole à partir de 1269. Lorsque son frère Vladislaus mourut en 1247, Otakar devint soudainement l'héritier du trône de Bohême. Selon la tradition populaire, il fut profondément bouleversé par la mort de son frère et se détourna des affaires politiques, se consacrant alors à la chasse et à la boisson. Et c'est au moment de la disparition de son père Venceslas en 1253 qu'il devint officiellement roi. Le château de Huška, dont nous parlons, et dont la construction proprement dite se situe vers 1265, ou durant les années 1270-1280, n'apparaît pour la première fois dans les textes, dans les mentions écrites fiables, qu'en 1316, quand le château apparaît comme propriété de Heineck of Duba, membre de la maison de Duba. Alors pourquoi n'en parler que 50 ans après sa construction ? Bien, personne ne le sait, mais c'est que le début des affaires étranges qui parsèment l'histoire de cette demeure jusqu'à nos jours. Malgré les siècles, Huška est l'un des châteaux gothiques les mieux conservés de Bohême et peut-être même du monde. Ses murs massifs, ses tours étroites et ses fenêtres à meneaux datent pour la plupart de sa construction d'origine, avec très peu de modifications au fil du temps, qui pourtant aurait pu paraître évidente. Car ce château ne possède aucune cuisine, aucune source d'eau, ni même des fortifications efficaces. C'est une architecture gothique primitive, isolée dans une forêt dense et peu propice à la chasse, loin de tout passage commerciaux et sans fondation solide visible. Certains historiens avancent qu'il s'agissait d'un centre administratif royal, d'autres à une chapelle fortifiée, mais le plan du lieu ne correspond à rien de connu dans l'architecture militaire médiévale. Je vous interromps une petite minute. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que le sujet vous plaît. Merci à vous d'être là. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et merci à ceux aussi qui boostent nos vidéos. Alors c'est une fonctionnalité assez nouvelle qui n'apparaît que sur téléphone portable. Lorsque vous appuyez sur le pouce, j'aime la vidéo, il vous propose de la booster. Vous pouvez booster 3 fois par semaine. Écoutez, ça nous aide à faire connaître nos recherches à
un peu plus de monde parce que vous savez bien que dans le domaine de l'étrange, du surnaturel, du paranormal, c'est pas facile de se faire remarquer, notamment par l'algorithme. D'ailleurs, si vous êtes dans les 500 premiers à voir cette vidéo, sachez que vous pouvez faire la différence pour nous. C'est sur ces 500 premières vues que YouTube se base pour recommander notre vidéo à plus de monde. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à liker, à nous mettre un commentaire, voire même à booster. Bon allez, je me tais, je vous laisse retourner à l'histoire. Et puis le château semble construit autour d'un seul point central, un point scellé, recouvert de dalles, au cœur de la chapelle. Les meurtrières sont tournées vers l'intérieur du bâtiment, comme si le danger ne venait pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Et c'est là que la légende commence, car selon les habitants de la région, ce lieu n'aurait pas été bâti pour y vivre, mais pour emprisonner quelque chose. Et cette légende remonte à bien plus loin que la construction du château en elle-même, ce qui rend toute cette histoire encore plus étrange. Les anciens racontaient qu'avant même que la première pierre de construction ne soit posée, un gouffre béant s'ouvrait à cet endroit précis, avalant les animaux, les outils et parfois même les êtres humains qui passaient à proximité. Un trou si profond que nul n'en voyait le fond et que certains décrivent aujourd'hui comme menant directement en enfer. Et les fouilles archéologiques ont relevé des traces d'occupation celtique bien avant l'époque médiévale. Par la suite, des tribus slaves s'y sont installées au VIe siècle. D'après la chronique tchèque rédigée en 1541 par Václav Hašek, il existait déjà au IXe siècle une petite forteresse de bois à cet endroit. Et l'auteur y rapporte une histoire troublante, celle d'une étrange fissure dans la roche calcaire, un trou d'une profondeur inimaginable d'où provenaient, disait-il, d'étranges apparitions. Car les villageois racontaient que la nuit, des cris et des grondements s'en échappaient, accompagnés d'une odeur de soufre et d'un vent glacial venu des entrailles de la terre. Et dès la tombée du jour, personne n'osait plus s'en approcher. On disait qu'à la nuit tombée, des formes mouvantes s'en échappaient. Des créatures mi-humaines, mi-animales, aux ailes membraneuses, qui s'en prenaient au bétail volant au-dessus des fermes avant de disparaître dans les ténèbres. En fait, les villageois affirmaient que quiconque s'aventurait trop près risquait de changer lui-même de forme, comme s'il aurait pu être contaminé par le mal qui émanait du trou. Et le simple fait de longer la falaise après le coucher du soleil suffisait, disait-on, à rendre un homme fou ou difforme. Pris de panique, ils auraient tenté de colmater l'ouverture, lançant des pierres, du sable et même des troncs entiers dans l'abîme. Mais rien ne tenait, tout ce qu'ils jetaient semblait être avalé sans laisser de traces, comme si la terre refusait de se refermer. Et effrayés, les habitants auraient supplié le roi de faire bâtir un édifice pour sceller cette ouverture, et c'est ainsi que fut érigée une chapelle dédiée à l'archange Michel, celui qui, selon les Saintes Écritures, vainquit Satan et le précipita dans l'abîme. À l'intérieur, les fresques médiévales témoignent encore de cette lutte symbolique. Saint Michel terrassant le dragon, des anges armés de lances et même, détail troublant pour une chapelle chrétienne, la représentation d'une créature moitié femme, moitié bête, armée d'une lance, une image rarissime, voire hérétique pour l'époque. La chapelle est donc bien antérieure à la construction du château en lui-même. Et bien qu'on n'ait pas la date exacte de construction de cette chapelle, on imagine qu'elle faisait partie des premières structures religieuses du site qui auraient donc été finalement réalisées autour de cette chapelle en elle-même. Mais surtout, elle aurait été construite exactement au-dessus de l'emplacement du gouffre.
Et c'est là que l'architecture atypique du château prend un sens particulier. Souvenez-vous, il semble fortifié vers l'intérieur, comme s'il avait été conçu pour enfermer quelque chose. Et les légendes semblent confirmer cette idée. Un peu avant la construction du château, des recherches auraient été menées concernant le gouffre. L'histoire du prisonnier du gouffre se situerait à l'époque où seule la chapelle existait encore, ou peut-être même pendant les premiers travaux ordonnés par Otakar II vers la fin du XIIIe siècle. Les récits ne sont pas précis, mais ils évoquent une période de terreur et de superstition alors que les ouvriers hésitaient à construire quelque chose au-dessus d'un vide jugé comme maudit. Pour apaiser la population, ou peut-être pour vérifier la nature du gouffre, les autorités auraient proposé la grâce à un condamné à mort à condition qu'il accepte d'y descendre. Attaché à une corde, il fut lentement abaissé dans l'obscurité sous les yeux des moines et des ouvriers terrifiés. Quelques secondes plus tard, l'homme se mit à hurler, un cri si violent qu'il glaça le sang de tous ceux présents. Lorsqu'on le remonta, il était livide, ses cheveux devenus blancs, le regard vide. Il aurait perdu la raison et ne vécut que quelques jours interné, murmurant sans cesse les mêmes mots, des êtres sombres, il m'appelait par mon nom. Cette histoire, transmise par la tradition orale et reprise dans plusieurs récits populaires tchèques du XIXe siècle, marque un tournant dans la légende. À partir de là, le gouffre devient officiellement une porte vers l'enfer et le château son verrou. Et si vous pensiez qu'on allait s'arrêter à ces faits datant de plusieurs siècles, attendez d'entendre la suite. Le château de Houska a traversé les âges comme une énigme figée dans la pierre. Il a appartenu à Charles IV, empereur du Saint-Empire romain germanique, puis à plusieurs familles nobles tchèques, dont les Berka de Douba et les Kouniks, qui en firent leur demeure pendant un temps, mais un temps seulement évidemment. On l'imagine facilement, les archives révèlent des périodes d'abandon prolongés, des changements de propriétaires inexpliqués, et même des rumeurs de malédiction entourant ceux qui tentaient d'y restaurer la vie. Et puis il faut comprendre que la forêt tout autour ne facilitait rien. En fait, on est ici dans une région reculée de la Bohême, où les villages sont rares et les chemins encore plus. Les arbres y sont denses, anciens, parfois tordus par le vent. C'est une forêt de hêtres, d'épicéas et de pins dont le sol spongieux retient l'humidité des brumes venues du nord. L'hiver, la neige y étouffe tout son. L'été, la chaleur fait vibrer l'air au-dessus des clairières. Et ce territoire reculé, dense, parsemé de marais et de rochers abrupts, élève l'isolement du lieu à un véritable état. C'est ainsi, la bâtisse de pierre se dresse comme un îlot au milieu d'un océan végétal. Et vivre au château ne signifiait pas seulement porter le poids de l'histoire et du mystère, mais c'est aussi endurer un environnement pour le moins hostile. Autour de Houska, les habitants parlent encore d'un silence étrange. Les oiseaux s'y taisent soudainement, comme si quelque chose se tramait autour de ce bâtiment. Certains témoins contemporains, randonneurs ou passionnés d'histoire, évoquent un sentiment de vertige ou d'oppression en approchant des murailles. Un visiteur cité par The Prague Reporter raconte: quand on s'éloigne de la route, on entend seulement le vent, puis plus rien, comme si la forêt respirait à contretemps. Des chercheurs en phénomènes paranormaux venus au début des années 2010 rapportent des anomalies thermiques et des zones de froid soudain dans les bois environnant le château de Houska. Et finalement, aucune route digne de ce nom n'y mène vraiment. On a l'impression que Houska est volontairement isolé, comme pour cacher quelque chose. À l'intérieur, tout converge vers un seul point, la chapelle. Et le cœur du mystère,
c'est que cette chapelle, comme je vous l'ai dit, est potentiellement construite exactement au-dessus du gouffre maudit. Alors si on creuse un peu dans les archives et les différents témoignages, différentes versions de spécialistes s'opposent. Certains disent que le trou est vraiment au centre de la cour du château, que vous pouvez voir, d'autres que le trou est sous la chapelle. Quoi qu'il en soit, dans la petite chapelle centrale au cœur du château, les fresques médiévales ont survécu miraculeusement au siècle. Elles représentent Saint-Michel terrassant le dragon, et puis d'autres scènes de lutte entre des anges et des forces obscures. C'est un thème qui semble presque obsédant, qui est répété plusieurs fois sur les murs. Et là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce genre de fresque est assez rare en fait, à cause de la thématique récurrente du combat contre les forces infernales. En fait, dans la plupart des chapelles médiévales d'Europe centrale, les peintures murales représentent des scènes bibliques apaisées. La Vierge à l'enfant, les apôtres, la crucifixion ou encore des épisodes de la vie des saints. Il y a des scènes de combat, oui, mais rarement aussi concentrées sur la lutte entre les anges et les démons. Or ici, à Usca, le thème du mal est omniprésent. Sur plusieurs murs, on retrouve Saint-Michel, chef des armées célestes, affrontant un dragon ou des créatures hybrides, parfois à plusieurs reprises dans la même composition. Et ça témoigne d'une obsession symbolique, celle de protéger le lieu, pas seulement spirituellement, mais rituellement, un peu comme si les fresques elles-mêmes étaient une sorte d'exorcisme visuel. Des sources décrivent l'intérieur de la chapelle ainsi. Les murs, assombris par le temps et la suie des bougies, montrent Saint-Michel et ses anges fendant les ténèbres et des créatures hybrides se mêlant à la lutte. Et ces hybrides, fait intéressant, sont aussi mentionnés autour du château. On parle d'hybrides hommes-grenouilles-chiens ou hommes-animaux aperçus dans les bois aux abords de la bâtisse. Et donc là, oui, c'est vraiment des cryptides qui seraient vus autour du château. Cryptides qui ressemblent étrangement aux représentations faites dans cette chapelle. En fait, ces éléments visuels, ils sont rares dans l'iconographie chrétienne médiévale pour plusieurs raisons. Déjà, d'ordinaire, l'art religieux médiéval privilégiait des images de salut ou de dévotion, plutôt que la perturbation visuelle d'un espace sacré. Et puis de plus, il y a de nombreuses choses qui convergent avec cette main gauche qui pourtant vient terrasser une créature, mais cela suggère un rituel, comme je vous l'ai dit, symbolique, mais peut-être voire même occulte. Tout cela fait du château de Usca une demeure pour le moins étrange, voire inquiétante, qui n'a pas manqué d'attirer l'attention d'amateurs d'ésotérisme de tous bords. Et avant qu'on arrive aux histoires les plus récentes, remontons à la légende d'un chef mercenaire venu de Suède, qui aurait consacré sa vie à la magie noire et à l'alchimie, tentant de créer un élixir de longévité. Au cœur du XVIIe siècle, une présence aurait hanté ces couloirs. Un homme dont le nom revient souvent dans les récits locaux, Oronto. Oronto, selon la tradition orale, aurait été un mercenaire scandinave, peut-être suédois, érudit en alchimie et en sciences occultes. Revenu des champs de bataille d'Europe centrale, il aurait trouvé refuge dans cette forteresse isolée aux environs de 1630, persuadé que l'énergie sombre du gouffre dissimulé sous la chapelle pouvait devenir un élément pour son grand œuvre, un élixir d'immortalité. Les nuits où la brume couvrait la forêt de Bohême, les villageois disaient voir une lueur verte filtrer depuis les fenêtres hautes du château et entendre des murmures étouffés comme des prières dans une langue oubliée. Certains prétendaient qu'il utilisait le souffle du gouffre pour alimenter ses expériences. Les vapeurs qui s'en échappaient servaient, disait-il, à purifier la matière, à transmuter le plomb en or ou la chair en éternité. Mais au fil des semaines, la peur gagna les villageois voisins. Les animaux s'agitaient, les récoltes pourrissaient sans raison apparente, et ceux qui s'approchaient du château revenaient avec des fièvres étranges et des cauchemars persistants.
Alors, une nuit d'hiver, des chasseurs auraient encerclé la forteresse. Ils auraient trouvé Oronto seul au milieu de ses fioles et de ses symboles gravés à la craie, murmurant qu'il touchait enfin à la vie éternelle. Il ne ressortit jamais vivant du château. Et depuis, la légende dit que sa formule inachevée reposerait encore quelque part dans les murs de Usca, peut-être sous les dalles de la chapelle, ou peut-être dans un mur scellé du donjon. Alors vous vous doutez bien qu'un château bâti sur un gouffre menant directement en enfer, avec une chapelle aux fresques vraiment étranges et ayant hébergé un alchimiste dont les formules secrètes seraient encore à trouver sur place, eh bien c'est le cocktail parfait pour attirer les opposants à la France durant les 2 guerres mondiales dont je ne peux pas prononcer le nom ici. À partir des années 1930, le château de Usca attire l'attention d'une organisation allemande singulière, fascinée par les rites énergétiques anciens, les symboles runiques et les mythes de portail vers d'autres mondes. Le lieu semblait correspondre à tous leurs critères. Géographiquement isolé, chargé d'une histoire ésotérique et entouré de légendes sur un passage vers un ailleurs. Selon le site History UK, après l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1938, le château de Usca fut réquisitionné par la Wehrmacht, qui occupa les lieux jusqu'en 1945. Des témoins rapportent avoir vu un petit contingent d'hommes en uniforme spécialisés dans les recherches mystiques et archéologiques. Ils auraient installé du matériel scientifique, des cartes d'énergie tellurique et des instruments de mesure électromagnétique, convaincus que le gouffre de Usca était une porte vers un autre plan de réalité. Et les habitants des villages alentours affirment avoir vu, la nuit, des feux étranges briller dans la chapelle et entendu des chants gutturaux résonner sous les voûtes. Certains auraient aperçu des symboles runiques gravés dans la pierre, des cercles dessinés à la craie et même des instruments métalliques abandonnés après la guerre. Selon une hypothèse relayée par plusieurs historiens de l'ésotérisme, ces hommes cherchaient à ouvrir ou contrôler le portail supposé du château, une tentative de contacter les entités ou les forces venues d'un autre plan. D'autres, plus rationnels, pensent qu'ils espéraient simplement exploiter la puissance symbolique d'un lieu pour des expériences psychologiques et propagandistes. Quoi qu'il en soit, après 1945, le château est retrouvé vide, les archives détruites et plusieurs témoins affirment que les caves avaient été murés à la hâte. Et après leur départ, les habitants des environs racontent encore avoir trouvé des symboles gravés dans la pierre, des inscriptions runiques et des objets dont personne n'a jamais expliqué la présence. Des randonneurs ont raconté avoir entendu depuis le sol de la chapelle un bourdonnement grave comme une vibration enfouie. Et depuis, personne n'a jamais réouvert le puits sous la chapelle. Concernant les phénomènes paranormaux contemporains, il y a des dizaines d'anecdotes modernes liées au château de Usca, mais voici ma favorite. Le poète tchèque Karel Hynek Mácha, figure du romantisme national dans les années 1830, aurait passé une nuit au château de Usca. Dans une lettre adressée à son ami Édouard, véritable document qui a été publié en tchèque, il décrit une expérience onirique étrange. Une certaine mademoiselle Didot lui aurait montré une armoire à images mouvantes, une sorte d'écran visionnaire avant l'heure, où il aurait vu une scène se déroulant au château lui-même, mais dans le futur. Il y voit une foule de gens se dirigeant vers Usca, habillés comme des clowns aveugles, menés par des monstres aux yeux brillants. Et lorsqu'il demande à Didot « Quelle année voyons-nous ?», elle lui répond « L'an 2006. » Des siècles plus tard, le châtelain Konopasek du château interprète la scène avec humour.
Selon lui, Masha aurait eu une véritable vision du futur. Les clowns seraient des touristes en jogging, les monstres aux yeux lumineux, des voitures et des bus garés sur le parking. Et les aveugles seraient des visiteurs portant des lunettes de soleil. Cette lettre a d'ailleurs refait surface dans la presse tchèque il y a quelques années, fascinant les amateurs d'étranges. Certains y voient une préfiguration d'un monde moderne vu à travers les yeux du 19e siècle. D'autres, une expérience mystique liée à l'énergie du lieu. Comme si un siècle avant le cinéma, Ouska avait été une fenêtre ouverte sur le temps. Aujourd'hui, le château de Ouska conserve une atmosphère lourde, presque magnétique, qui semble se refermer sur quiconque y pénètre. Les visiteurs y parlent d'un silence anormal, d'un air plus froid dans certaines pièces, comme si la pierre elle-même respirait un souvenir ancien. Dans les escaliers, on entend parfois des pas étouffés, sans même qu'il y ait âme qui vive. Dans les couloirs, des silhouettes sombres semblent se dissoudre dès qu'on les regarde trop longtemps. Et sous la chapelle, là où tout a commencé, plusieurs témoins affirment avoir entendu une voix gutturale, un murmure presque impossible à identifier. Des équipes de terrain venues étudier le lieu, comme Ghost Hunters International de Sci-Fi Channel, ont relevé des anomalies électromagnétiques ainsi que plusieurs PVE, ces phénomènes de voix électroniques que l'on retrouve parfois dans les lieux chargés d'histoire. Les enregistrements captés à Ouska sont particulièrement troublants. Des mots en allemand, des rires étouffés et un souffle qui semble venir du sol. Et même les animaux paraissent s'en méfier. Les chevaux refusent d'approcher les portes, les chiens s'immobilisent net, les oiseaux se taisent. Exactement comme dans les récits médiévaux où l'on disait déjà que la nature se méfiait de ces lieux marqués par l'abîme. Alors, simple château gothique ou prison bâtie sur un passage interdit ? Difficile à dire. J'aurais pu parsemer cet épisode de nombreuses références à la pop culture, comme j'aime le faire habituellement. Vous parlez par exemple du film The Ninth Gate, où un collectionneur d'ouvrages interdits cherche littéralement à passer les portes de l'enfer. Évoquez Hellboy et son univers d'expériences occultes mené pendant la guerre, ou même citer The Keep, ce film culte de 1983 où une forteresse isolée cache une entité piégée depuis des siècles. Certains auraient pu y voir un écho à Diablo, à Constantine ou encore à Stranger Things, toutes ces histoires où un passage s'ouvre vers un autre monde à la fois fascinant et dangereux. Pour les amateurs de lecture, et je sais qu'il y en a beaucoup, bien sûr, vous aurez songé aussi à Lovecraft, maître des abîmes insondables et des secrets enfouis sous la pierre. Mais j'ai préféré laisser le mystère respirer et garder cette atmosphère immersive que j'ai déclinée à l'occasion de cette série spéciale Halloween où l'on s'approche un peu trop de la frontière entre notre monde et ce qu'il y a en dessous. Si vous avez aimé ces histoires, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mon livre qui vient de sortir, Dossier inexpliqué, 13 mystères pour la nuit d'Halloween. Il est disponible sur Amazon et vous trouverez aussi le lien en description. On revient dès la semaine prochaine avec nos explorations habituelles des lieux étranges de notre planète. Comme toujours, je vais vous laisser ici et là des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre Terre. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et moi je vous dis ciao. Oh, j'ai oublié de leur parler du bouton like. Thierry, j'ai fini. Que son artichaut. Coucou. Les effets spéciaux de neige.